Mes chers amis, bonjour! Bienvenue sur les routes de l'électron pour continuer l'histoire du circuit imprimé. Au précédent épisode de cette histoire, nous avions parlé de la première application du circuit imprimé fabriqué en masse. Certes, cette application était militaire, c'était la fusée de proximité, mais elle a ouvert dès 1946 la voie à beaucoup d'applications civiles. Je vous propose donc de revenir rapidement sur cette fusée de proximité et voir ensemble ce que cela a engendré dans la deuxième moitié des années 1940. Alors, installez-vous confortablement et je vous retrouve après le générique. C'est donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale que la première application, fabriquée en série, du circuit imprimé vit le jour. Cette application avait donc été mise au point pour fonctionner au cœur des fusées de proximité. Comme nous l'avions vu, les circuits imprimés embarqués dans les fusées de proximité avaient été faits avec une base de stéatite sur laquelle avaient été imprimées des pistes avec une peinture constituée de particules d'argent et d'acétone. Pour celles et ceux que cela intéresse, je vous recommande le troisième épisode de l'épopée du circuit imprimé. Paul Heisler, un des pionniers de l'aventure du circuit imprimé, avait tenté de son côté de proposer son invention pour développer des applications militaires afin de donner à l'armée britannique une grande avance face à l'armée de l'Allemagne nazie. Mais pour cela, il avait besoin de moyens qu'il n'avait pas. Il avait fini par être en contact avec un certain Monsieur White, membre d'une petite mais puissante organisation financière de la City londonienne. Il avait espéré pouvoir développer son idée du circuit imprimé dans le cadre de l'effort de guerre. Cependant, White et son organisation ne purent soutenir qu'un seul projet très coûteux, et cela fut a priori celui d'un certain Frank Whittle qu'ils choisirent de financer. Frank Whittle, l'un des pionniers de l'aviation à réaction qui développa au sein de la firme britannique Gloster Aircraft des engins comme le E-28-39 ou le célèbre Météore. Mais je m'égare, revenons donc rapidement sur l'épisode de la conception du circuit imprimé de la fusée de proximité, et ce pour deux raisons. Premièrement, afin de le compléter et de voir dans quelle direction le développement du circuit imprimé se dirigea par la suite, du moins aux États-Unis d'Amérique. Et deuxièmement, afin de rendre à César ce qui lui appartient. En effet, c'est à l'américain Harry Rubinstein et à son équipe qu'on doit l'utilisation de la stéatite et de l'argent pour la constitution du circuit imprimé de cette fameuse fusée de proximité. Rubinstein et son équipe d'ingénieurs travaillèrent sur le projet pour Harry Diamond au sein du National Bureau of Standards, le NBS, futur National Institute of Standard and Technology, à Washington, à partir de mai 1944. Il s'agissait, comme nous en avons déjà parlé, de résoudre le problème de la miniaturisation du circuit électronique qui devait être embarqué sur des obus de mortier de 81 mm. Rubinstein avait eu très vite l'idée de remplacer les fils de cuivre qui étaient soudés entre les composants par des motifs constitués par de l'argent mélangé avec de l'acétone sur des plaques de céramique, stéatite ou autre céramique à base de titanate. La question de savoir si Rubinstein avait été influencé ou non par les travaux d'Heisler ou qu'il en avait seulement eu connaissance peut se poser, surtout quand un journal américain titra en 1998 « Harry Rubinstein, l'inventeur du circuit imprimé ». C'était faire peu de cas des essais faits par des ingénieurs et des inventeurs depuis la fin du 19e siècle et surtout des travaux de Paul Heisler lui-même. Cependant, si Rubinstein avait eu connaissance des travaux d'Heisler, il ne s'en était pas vraiment servi. En effet, Heisler travaillait sur une solution soustractive, c'est-à-dire que, à partir d'une plaque de cuivre collée sur un isolant, on venait, en gravant le cuivre par des procédés chimiques, obtenir des motifs pour la conduction électrique entre les composants. On soustrayait donc la matière. Rubinstein, lui, avait mis au point une méthode additive. On venait rajouter de la matière conductrice sur un isolant. Les travaux d'Harry Rubinstein et de son équipe d'ingénieurs, ainsi que ceux des autres équipes d'ingénieurs qui avaient travaillé sur la fusée de proximité,
firent l'objet d'un document en 1946, document classé secret défense jusqu'en septembre 1960. Cependant, l'armée approuva dès février 1946 la publication par le National Bureau of Standards du développement qui avait joué un rôle majeur dans la miniaturisation de la fusée de proximité, celle du circuit imprimé à base de stéatite et d'argent. Et entre 1946 et 1947, le NBS, National Bureau of Standards, fut donc littéralement submergé de demandes d'informations techniques sur la fabrication de ces circuits, et ce, en provenance de tous les domaines, aussi bien scientifiques qu'industriels. De nombreux fabricants cherchaient à appliquer les techniques du circuit imprimé à la production de dispositifs électroniques. Et ces dispositifs électroniques pouvaient être tout aussi bien des sous-ensembles, c'est-à-dire des parties d'un circuit plus compliqué, tels qu'un simple filtre composé de résistance et de condensateurs, que des ensembles plus complexes. Pour reprendre un mot très à la mode, le monde de l'électronique était en train de changer de paradigme. Certes, la réduction de la taille des assemblages électroniques que permettait ce nouveau concept de circuit imprimé était un facteur attrayant, mais c'était loin d'être le seul. Grâce au circuit imprimé, le temps et les coûts d'assemblage étaient largement réduits, ainsi que les temps d'inspection et les mises au rebut à cause d'un mauvais assemblage. Dans les chaînes de montage d'avant l'avènement du circuit imprimé, le câblage était un des postes les plus coûteux d'un assemblage électronique. Les fils de liaison entre les composants devaient être coupés à la bonne longueur, pliés ou torsadés autour d'une cosse électrique ou bien soudés ensemble. Songez qu'il y avait une bonne centaine d'opérations de soudure dans un seul poste de radio. Voilà ce qui expliquait ce coût, la main-d'œuvre et les matériaux dédiés à la soudure. Dans un poste de télévision, il fallait compter environ 500 opérations de soudure, avec tous les problèmes de qualité que cela pouvait engendrer. Le concept de circuit imprimé permettait d'éliminer jusqu'à 60% d'opérations de soudure. Toutes ces considérations techniques et économiques expliquèrent ainsi la masse énorme de demandes d'informations que le NBS reçut. Tout le monde voulait s'y mettre. Le NBS décida de lancer une étude approfondie pour investiguer sur les différents procédés d'impression des circuits. Et à cette étude, chacun mit la main à la pâte, aussi bien les scientifiques que les industriels, et ce, afin de dégager quelque chose qui était une ébauche de standard du circuit imprimé, une sorte d'IPC avant l'heure. Qu'est-ce que l'IPC ? On y reviendra plus longuement dans de futurs épisodes, mais sachez juste que c'est une organisation qui sera créée quelques 10 ans plus tard, en 1957, et qui a, de nos jours, quoi qu'en pensent certains, une grande importance pour tout ce qui concerne la manufacturabilité et la fiabilité dans l'industrie électronique. Mais revenons en 1947 et à cette fameuse étude, dont le résultat fut mis noir sur blanc en novembre de cette même année dans un ouvrage regroupant plusieurs techniques regroupées par famille, 6 familles pour être exact. Je vous propose de les passer en revue l'une après l'autre. Certes, au final, on sait tous à quoi ressemble un circuit imprimé de nos jours, mais les techniques développées à cette époque sont intéressantes car on les voit réapparaître dans des domaines comme la plastronique, cette technique mêlant électronique et plasturgie. La première de ces familles était la famille des techniques à base de peinture conductrice. L'application de la peinture conductrice était, en 1947, un procédé bien adapté à la réalisation des circuits imprimés et avait fait l'objet d'une attention toute particulière de la part du National Bureau of Standards. Des peintures conductrices à base de poudre métallique avaient été développées pour une utilisation sur la plupart des surfaces isolantes comme la céramique, le verre ou les matières plastiques. Intéressons-nous donc à cette fameuse peinture conductrice. Mais de quoi était-elle donc faite en 1947 ? Et surtout, qu'est-ce qui la rendait conductrice une fois appliquée et séchée ? Il faut voir cette peinture conductrice comme un mélange de 3 ingrédients, le pigment, le liant et le solvant. Et c'était au pigment que revenait le rôle de la conduction électrique. Le pigment était l'élément métallique du mélange, et ce qui était le plus couramment utilisé en guise de pigment était de l'argent en poudre sous forme de sel. Alors, petite parenthèse pour schématiser rapidement la définition de sel, et surtout, ici, du sel d'argent. Un sel d'argent est un composé chimique avec un ou plusieurs atomes d'argent associés à un autre corps chimique simple ou composé.
Pour prendre deux exemples, les sels d'argent souvent utilisés étaient l'oxyde d'argent, Ag2O, deux atomes d'argent reliés à un atome d'oxygène, ou le nitrate d'argent, AgNO3, un atome d'argent associé à un corps chimique composé d'un atome d'azote et de trois atomes d'oxygène. L'utilisation de sels permettait de créer des réactions chimiques pendant lesquelles l'argent allait se déposer sur la plaque isolante. Pourquoi choisir l'argent ? Eh bien parce que l'argent était hautement conducteur. D'autres métaux nobles comme le cuivre pouvaient être également utilisés. Concernant les autres métaux conducteurs, les métaux non nobles, la plupart en subissant une corrosion présentaient une résistance électrique tellement élevée qu'ils devenaient purement inutilisables. Ah, la résistance électrique. En voilà une notion très importante dans le monde de l'électronique. On entend par résistance électrique la propriété des matériaux à s'opposer plus ou moins au passage du courant. Dans l'extrême, on a les isolants électriques, dont on peut considérer la valeur de la résistance comme infinie, car ils s'opposent purement et simplement au passage du courant électrique. Et de l'autre côté, on a le supraconducteur, avec une résistance électrique quasi nulle. Je vous suggère, au sujet des supraconducteurs, les vidéos sur la découverte de la supraconductivité. Nous aurons l'occasion de reparler des résistances électriques à l'occasion d'autres vidéos. Cette notion de résistance dans un circuit électronique est importante car c'est ce qui régule l'intensité du courant électrique ou bien qui peut assurer la stabilité d'un signal. On ne va pas développer ici toutes les applications liées aux résistances car ce n'est pas forcément le propos de cette chaîne. Voyons plutôt la résistance comme étant une portion du circuit qui ne laisse passer qu'un flux bien défini, plus ou moins grand, du courant électrique. C'est comme si, au niveau d'une résistance électrique, le tuyau où circulent les électrons du courant électrique était resserré pour limiter le passage du courant. Pour en revenir à la peinture conductrice, si une telle peinture permettait de faire circuler librement le courant électrique, la nécessité d'avoir une peinture résistive, en plus de la peinture conductrice, se fit sentir pour peindre directement les résistances sur les supports isolants et ainsi, localement, limiter l'intensité du courant, le flux d'électrons. L'avantage de la peinture résistive était le fait de ne pas avoir à souder les résistances sur le circuit une fois celui-ci terminé. Les opérations manuelles de soudure pouvaient donc être remplacées par l'impression sur les circuits électroniques des résistances désirées à l'aide de la peinture résistive. Et dans la composition de ces peintures résistives, ce n'était évidemment pas des sels métalliques qui étaient utilisés, mais plutôt une matière qui allait s'opposer plus ou moins au passage du courant afin de le réguler. Et pour cela, le sel d'argent avait été remplacé par du noir de carbone ou du graphite à la conduction moins élevée que celle de l'argent. La valeur de la résistance dépendait du volume de peinture résistive utilisé et pour augmenter cette valeur pour un même volume, il était possible de rajouter un ingrédient comme du mica ou de l'amiante en poudre. Parlons à présent du deuxième constituant de la peinture conductrice, le liant. Le liant était le constituant dont le but était de maintenir le pigment ensemble. Il permettait ainsi de lier le pigment à la surface isolante. Ce liant pouvait être de l'huile de lin, de ricin, des huiles essentielles ou bien certaines résines. Le troisième constituant était le solvant, dont la fonction était, comme pour une peinture classique, d'ajuster la viscosité, c'est-à-dire de rendre la peinture plus ou moins liquide. Cela pouvait être un alcool, de l'acétone ou un acétate. Quand la peinture était appliquée sur un support en céramique, comme la stéatite, l'étape suivante pour avoir une excellente adhérence sur le support était un passage au four à une température de 800 degrés Celsius. À cette température, l'argent se déposait en couches fines et uniformes sur la céramique avec un maintien ferme. Oui, mais quand le support ne pouvait monter aussi haut en température, quelle solution pouvait être utilisée? C'était le cas notamment des matières plastiques comme le polyméthacrylate de méthyle, plus connu sous son nom commercial de plexiglas. Dans ce cas précis, on utilisait sur les peintures conductrices un produit chimique appelé agent réducteur. Qu'est-ce qu'un agent réducteur? Pour résumer brièvement, c'est un composé chimique qui va venir agir sur le sel d'argent pour séparer l'argent de l'autre composé chimique du sel dont j'ai parlé plus tôt.
L'argent ainsi libéré va venir se déposer sur la surface isolante sans qu'aucune cuisson ne soit nécessaire pour créer la piste conductrice. Ce dernier procédé de réduction du sel d'argent pour réaliser des pistes conductrices sur une surface isolante avait déjà été avancé quelques 40 ans plus tôt par Thomas Edison. Nous l'avions évoqué au tout premier épisode de cette chaîne. Ce procédé chimique, à froid, n'apportait cependant pas la même qualité d'adhérence que celle obtenue pendant une phase de cuisson. Voilà, nous avons commencé à parler de la première famille des techniques d'impression des circuits imprimés, celle à base de peinture conductrice, incluant par la même occasion la peinture résistive. Nous venons de voir la préparation de ces peintures. La prochaine fois, nous allons voir leurs applications sur les plaques isolantes. Nous allons nous arrêter là pour cette fois, le temps de digérer tout ça. Si mon travail vous a plu, alors je vous invite à vous abonner et à actionner la petite cloche pour ne pas louper les notifications, mais également à laisser un commentaire, un pouce en l'air. Cela permettra à cet épisode d'être mieux référencé et ainsi d'être vu par d'autres personnes. N'hésitez pas également à le partager. Pour l'heure, je retourne parcourir les roues de l'électron pour en tirer d'autres histoires. Et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien.